Demon Slayer, un film qui n'en est pas un. Une suite réussie pour Jujutsu Kaisen. Nous allons aussi parler du fait que Dragon Ball a-t-il enfin trouvé son digne successeur. Spoiler, non. Et enfin, on va évidemment vous parler donc des sorties manga de la semaine, mais aussi un petit peu des animés. Et on prendra aussi en compte la question du public qu'on vous a envoyée du coup par Instagram. Suivez-nous d'ailleurs sur Instagram où on vous met la question du public, à savoir Gatsu Sensei, mais aussi la vague manga. On continuera avec le jeu rigolo de la semaine, à savoir cette fois-ci Top ou Bottom. Enfin. Et on continuera du coup avec les recos Tard l'époque. Vous écoutez actuellement le CRT ne répond plus. Et on ne répond plus de rien. Bonjour, je m'appelle Gatsu Sensei, je suis professeur de philosophie, auteur, mais aussi vidéaste, vulgarisateur sur les réseaux. Et moi c'est Alexia, donc sous le pseudonyme de la vague manga, je ne suis pas prof de philo, mais j'ai quand même des choses à dire. Et nous allons commencer tout de suite cette nouvelle édition du CRT ne répond plus. Let's go. Avant de commencer toute chose, j'aimerais quand même faire un hommage à l'épisode de cet été qui n'est jamais sorti. On pense à lui, parce qu'il était quand même extrêmement croustillant, mais malheureusement on a eu des soucis techniques. Alors, l'épisode a été enregistré, mais on n'a pas de son. Ouais. Donc sachez que... Au vu de ce qu'on dit, finalement, c'est peut-être pas si mal. On vous le sortira peut-être un jour en bonus parce qu'on parle beaucoup de manga H, et on donne des avis vraiment très perso sur la commune manga, très salé, mais voilà, c'est si vous suivez le podcast et que le podcast explose à un moment, ce serait peut-être l'occasion de vous le sortir. Et en parlant de podcast qui explose, on tenait à vous remercier parce qu'il se trouve que dans la compétition Les Célestes, on a été premier dans la présélection, vous êtes au top. Ouais, c'est fou, ouais. On ne croit vraiment pas parce qu'en fait il y a 2 épisodes et vraiment vous êtes là, vous nous suivez, vous commentez, vous nous soutenez surtout. Et là on passe en phase de nomination. Alors on vous le dit, ce serait une encore plus grande surprise si on gagne. Parce que là au vu des autres nommés, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, quoi, on va dire. Mais déjà d'être premier aux présélections, c'est déjà une petite victoire. Mais bon, si ça pouvait être le summum, ça serait top. Et puis je vous mytho pas, ça serait l'occasion pour mes parents d'être enfin fiers de moi. Voilà, je suis un peu la ratée, donc je pourrais dire oh ouais, j'ai gagné un truc. Enfin on a gagné. Je pense que tout le monde aimerait pouvoir dire ça à ses parents quand il est dans les mangas, de dire regarde, ça mène quelque part. Voilà, finalement. exactement, toi qui n'y croyais pas. Donc bon, non, bref, on blague, mais vous pouvez voter donc tous les jours sur le site des Célestes pour nous. Donc le podcast ne répond plus, le CRT ne répond plus, mais également quand même pour Manga Philo, parce que t'es nommé quand même dans la catégorie initiative de l'année. Pour ce petit ouvrage. Voilà, vous le connaissez donc. Voilà, deux petits clics. Voilà, ça pourrait ça nous ferait un grand plaisir. Voilà. Sachant que la phase des votes se termine le dimanche 28 septembre, donc vraiment donnez tout pendant cette semaine. Envoyez un maximum de soutien. Je sais pas quand est-ce que le podcast sortira finalement. Non, j'en sais rien, mais bon, peu importe. Dans tous les cas, peu importe le soutien, voilà, c'est déjà fou. Donc. Et puis si le dernier jour tout le monde vote et qu'on a 10 000 votes, voilà, on pourrait passer devant tout le monde, mais on sait jamais. Voilà. En plus, moi, je me suis entraînée à la remise des prix, donc. Ah oui, c'est vrai, ça fait un peu. Tu t'entraînes au discours, tout ça. Ouais, je me suis entraînée au discours, tout ça, donc voilà. C'était la petite capsule, enfin le petit moment Les Célestes. On passe du coup aux actus du mois finalement. Oui, tout à fait. Les actus du mois. Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène qu'a été Demon Slayer au cinéma, Le Château de l'Infini, qui est donc la suite de la saison 4. Et déjà, dans cette phrase, on a le premier élément à travers lequel on va discuter, à savoir une suite d'animés au cinéma. Alors, quand même, disons les choses comme elles sont, ça a eu un énorme succès. 500 millions de dollars récoltés. Oui, voilà, c'est ça. Oui, 300 et quelques millions aux États-Unis, enfin au Japon, je crois. Alors que ça fait même pas tant de temps que ça qu'il est sorti et c'est en train de tout péter. Partout où ça sort, donc c'est vraiment un phénomène, on peut le dire, je pense. Il y a une rumeur comme quoi Demon Slayer ira aux Oscars. Personnellement, on pense pas et on vous donnera les éléments là dans cet épisode. Pourquoi pour nous, ça nous paraît assez, on va dire, peu probable. Et à part pour quelques nominations, à savoir l'animation, tout ça. Mais bon, éventuellement. Oui. Mais on va parler du cœur du problème, c'est que est-ce que c'est un film finalement? Oui, en fait. Non, c'est pas un long métrage. C'est une belle compilation. C'est un patchwork. Et c'est pas Demon Slayer. C'est un phénomène actuellement qui a lieu. Absolument. À savoir Jujutsu Kaisen, ça a été une compilation. Il va y avoir Chainsaw Man va être du coup l'arc Riz, mais Chainsaw Man, c'est différent. Voilà, on y viendra. C'est toute la différence. Justement, les deux exemples sont très importants. Mais il y a aussi un autre contre-exemple vis-à-vis de ça. C'est le film JJK 0 qui lui aussi est un tome de JJK, mais qui fonctionne parce que de 1, c'est le tome 0, donc il y a pas besoin forcément de connaître l'univers parce que ça avait valeur d'introduction, et de 2, c'était pensé comme un long métrage, et là on est même plus sur des choses qui sont pensées dans une logique de long métrage, dans une logique de
une compilation d'épisodes, vraiment. On se cache même plus de dire les épisodes seront au cinéma. Ouais. Et les salles de cinéma commencent à être totalement dénaturées parce que c'est un phénomène qui ne marche pas seulement que sur les animés, ça va aussi sur les vidéos YouTube. On voit Michou le faire, on voit Mac Walter, bon, il y a une volonté de faire un long métrage. Kaizen, c'était un documentaire au cinéma, ça ne me choque pas sur la montagne, mais là, Demon Slayer, est-ce qu'on peut vraiment dire que le film Demon Slayer, a eu un succès, utiliser le terme de film. Qu'est-ce que tu en penses, toi, vis-à-vis de cette nouvelle mode? Moi, je dirais, de 1, c'est très bien. Enfin, on shame pas, dans le sens... par exemple, moi, je suis allée voir le film de Jujutsu Kaisen, donc il compile tous les épisodes de la saison 2. Donc, et bon, moi, je suis très Yankee, il y a aucun problème. Faut se faire plaisir en tant que fan, et je trouve ça très bien. Mais oui, effectivement, pour moi, ça n'a pas valeur de film, parce que ça n'est pas pensé comme un film. Enfin, tu vois que ce sont des scènes qui sont découpées. Bon, du coup, c'est des très, très grandes scènes puisque ça aura valeur d'épisode. Mais oui, non, pour moi, je ne peux pas considérer ça comme un film, quand bien même c'est un super divertissement et que c'est bien animé et que ça, je le remets pas du tout en cause. Mais pour moi, ça n'a pas sa place aux Oscars parce que ça n'est tout simplement pas un film. Quand bien même ça y ressemble, ça a l'odeur, mais ça n'en est pas un. Et ça a dépassé le voyage de Chihiro, d'accord, qui avait gagné un Oscar à l'époque, mais ce n'est pas comme dans le voyage de Chihiro, hein, c'est vraiment un patchwork, encore une fois. Voilà, et ça se ressent dans les critiques que les gens ont eu en règle générale. Ils ont dit c'est génial et tout, mais purée, ce que c'est long. Tu m'étonnes, mon gars, que c'est long, parce que dans un épisode, il y aura, en fait, les épisodes, ils essaient de les allonger pour que ça puisse faire en sorte. Regardez One Piece, des fois, on se dit, mais non, dans cet épisode, ils ont mis que 2 chapitres, parce que on essaye d'allonger, de rajouter des trucs. Et donc, dans un épisode, il va y avoir une phase de combat, puis une phase de flashback qui va couper. Et puis, dans l'autre épisode, on va continuer avec le flashback, tout c'est tout, puis on va revenir au combat. Et donc, dans un film, ça casse un rythme, en fait. Et donc, film devient très mal rythmé. Jujutsu Kaisen, ils ont essayé quand même de créer une unité film, parce que ça a été, je sais pas s'il y avait pensé au début, mais moi, je voyais, en sortant, je me disais, mais ça pouvait être au meilleur des cas un film sur Geto, comment il est descendu. Ça commence avec Geto, ça finit avec Geto, mais ça ne pouvait pas être ça parce que il y a plein d'épisodes dedans, il y a plein de sous-intrigues, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est. Mais après, le rythme de JK et de Demon Slayer, c'est pas le même. Demon Slayer, ne serait-ce que parce qu'il y a 1 milliard de flashbacks, et je dis pas ça en mode c'est négatif, mais en fait, le film JJK, c'était un énorme flashback. Donc en fait, il y a pas eu, enfin moi quand j'ai regardé les épisodes du film JJK, j'ai pas ressenti, oh là là, bon là ça y est c'est long, après j'étais au mieux pressée d'arriver aux scènes que j'avais envie de voir, mais j'ai pas ressenti ces longueurs qui pouvaient peut-être y avoir dans le film Demon Slayer avec tous ces flashbacks qui venaient effectivement peut-être éventuellement casser un rythme qui était peut-être déjà bien installé, et donc bon voilà, c'est effectivement les critiques que j'ai aussi le plus entendu là-dessus. Il y a aussi la nature de la saison en elle-même qui faisait que peut-être ça passait mieux, contrairement à Demon Slayer, encore une fois, grand spectacle et tout, il y a pas de problème, mais où il y a ces petits moments qui ont pu un petit peu casser le tout, quoi. Et puis, même en interne, chez Demon Slayer, on a quand même ce truc de, pour moi, le train de l'infini et le château de... C'était le train de l'infini, c'est ça? Ouais, je crois, Ouais, ils attendent l'infinité. Et le château de l'infini, c'est différent parce que le train de l'infini a été pensé comme un long métrage. Et je vous explique pourquoi. Parce que, déjà, quand on allait le voir, le rythme était très bien, le montage était très bien, c'était génial, mais quand les épisodes sont sortis, ils ont rajouté des scènes pour que ça fasse plus épisodes. Oui, voilà, c'est ça. Et là, c'est logique. Sauf que là, peut-être qu'il y aura des rajouts, mais vraiment sans que c'était une compilation d'épisodes. Et c'est pour ça qu'encore une fois, moi, si on me dit la Nostra de Venise, ou ça là, par contre, faut arrêter. Alors la Mostra, vraiment, j'y crois encore moins que les Oscars, parce que la Mostra, on est sur un truc un peu plus, c'est le cinéma européen, donc c'est un petit peu plus pointu quand même. Cannes, tout ça. Voilà, on essaye de mettre des choses qui sont un peu moins connues, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, vu que les Oscars ont déjà récompensé Miyazaki, bon, il y a eu des films d'animation japonais qui ont été récompensés aussi en Europe, tout cela, mais faudrait que je vérifie, mais ça me paraît pas déconnant. Mais oui, voilà, c'est quand même de lui donner le titre de long métrage, c'est très ambitieux. Voilà. Encore une fois, sur le papier, c'en est un. Ça y ressemble, ça, mais dans le fond, voilà, il manque ce petit quelque chose qui fait que tu ressens la compilation d'épisodes. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, après, encore une fois, ça n'enlève pas le kiff. Et puis, d'un point de vue, faut dire ce qu'il y a, d'un point de vue marketing, c'est extrêmement, on va dire, intéressant, parce que ça permet justement d'économiser du temps. Les gens sont dans l'attente d'une saison 3 où il faut du temps, ou d'une saison 4 ou 5. Donc, ce qu'on va faire patienter en leur proposant ce divertissement sur le grand écran. D'un autre côté, ça permet justement de ne pas perdre la hype entre temps. Et puis, ça cumule de l'argent, parce que les salles de cinéma, c'est un business aussi. Mais ça part uniquement de ça. C'est à la base un projet, si je puis dire, purement mercantile. C'est engranger des fonds sur des séries au maximum. Enfin, on les sort, voilà, Demon Slayer, vraiment, en plus en France, c'est vraiment, on les sort autant qu'on peut, quoi. Hein, donc, même Panini, ils sortent une nouvelle édition à chaque fois. C'est un peu ça que je visais, quoi. Hein, donc, oui, et puis, voilà, effectivement, faire attendre les fans pour une suite. Typiquement, voilà, JJK...
Voilà, la saison 3 arrive l'année prochaine, c'est clairement pour faire attendre les gens, quoi. On vous donne un peu de biscuits pour l'année, et puis comme ça, vous attendez jusqu'à l'année prochaine, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, maintenant qu'on a un peu bien introduit le propos, est-ce qu'il serait pas le temps de basculer sur la question qui bouscule un petit peu la commu depuis peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça? C'est, voilà, la bataille entre Dragon Ball, Demon Slayer. Est-ce que Demon Slayer est au niveau d'un Dragon Ball? C'est la question un peu brûlante de ces 2 dernières semaines. Ouais, mais je pense que la question est brûlante parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a aucun sens. Voilà, elle n'a aucun sens dès le départ. Il y a plein de questions en ce moment qui viennent toujours de la même source, qui sont là pour un peu taper dans la fourmilière en permanence, dans une logique bien évidemment de faire parler sur les réseaux. Hein. Ça fonctionne très bien parce que le nombre de collages est immense. Oui, hein, bien sûr. De casser les fondations de la communauté manga, de les remettre en question, qui peut être une logique intéressante, mais des fois en fait c'est un peu trop grossier, un peu trop gros dans la façon dont c'est amené. C'est-à-dire, par exemple, la légitimité de Bleach dans le Big Three. C'est un débat, en fait, qui était là depuis longtemps en Tsum Tsum par rapport au fait que Bleach n'a pas continué une aussi grande exposition pour plusieurs raisons. Hein. D'ailleurs, c'est le seul manga qui n'a pas eu droit à une réédition de la part de son éditeur. Ce qui lui ferait le plus grand bien. Je pense aussi. Vraiment, imagine une édition collector de Bleach. Oh, j'en rêve. Oh, ça serait cartonné et tout. Ouais, ça serait fou. Ça serait fou. Mais du coup, donc, effectivement, dans la même continuité, il y a ce truc de Demon Slayer et le nouveau Dragon Ball, voire surplombe Dragon Ball. Des mots forts pour faire réagir, qui, en plus, je pense que les influenceurs TikTok qui sont en mode je vous vends des formations pour devenir le meilleur influenceur possible, sont en mode oh putain, mais quelle stratégie incroyable, j'utilise une tech qui va contre la vie générale avec un avis radical non nuancé, qui va te permettre du coup de faire générer du commentaire, donc du reach et tout, et donc il y aura des collages, j'ai dit ce que tu dis, enfin, bienvenue sur les réseaux, tout ça, c'est la logique des réseaux. Et sûr. En fait, elle est où la sincérité dans tout ça? Alors, il y a peut-être un fond de sincérité. Je pense que oui, à la base, il y a un fond de sincérité, bien sûr. Mais il y a aussi un énorme fond de j'ai envie de casser les fondations, parce que je sais que c'est le truc qui va faire plus parler, me faire exploser sur les réseaux. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et donc, du coup, est-ce que Demon Slayer s'assoit à la table de Dragon Ball? Non, parce que en fait, c'est impossible d'un point de vue, si on est un historien, enfin d'un point de vue chronologique, c'est impossible. Oui, ça ne peut pas s'asseoir entre guillemets à la table de Dragon Ball parce que Dragon Ball est ce qu'il a été et Demon Slayer est ce qu'il est en train d'être. Enfin, pour moi, c'est 2 choses différentes. C'est comme les débats de puissance en fait. Faut arrêter avec ça. C'est comme je sais pas moi, qui est le plus fort entre ça, qui va faire. Lui et lui. C'est dans des univers différents, dans des temps différents, avec des considérations différentes d'un point de vue financier, d'un point de vue inflation, d'un point de vue tout ça, d'un point de vue l'état du manga à l'époque, l'état du manga aujourd'hui. Voilà. Je pense que ça n'a pas de sens. En fait, il faut prendre du recul sur la question toujours avant de chercher à y répondre, parce que c'est comme ça qu'on dit les plus grosses débilités dans la réponse que l'on va formuler. C'est quand c'est même un mouvement qu'on apprend à l'école en tant que philosophe. On nous dit attends, une question on doit toujours s'interroger sur est-ce que la question mérite d'être posée. Bien sûr, déjà à la base. Là, la question ne mérite pas d'être posée. Évidemment que non. Voilà, elle mérite d'être posée dans une logique des réseaux où on a envie de percer. Oui, bien sûr. De toute façon, tant qu'on n'a pas tous les éléments, on ne peut pas répondre à cette question. Demon Slayer est trop jeune à l'échelle de l'histoire du manga, entre guillemets. On le saura peut-être dans 15-20 ans, éventument. Mais c'est dit, hein. Ils disent oui, mais laissez le temps à Demon Slayer. Oui, mais voilà. Tu peux pas affirmer oui, il s'assoit à la table, après en disant non, laissez-lui le temps. Non, en fait, si c'est non. Peut-être. Oui, peut-être. D'ici quelques années, parce que ce qu'on mesure l'impact d'une œuvre, c'est ce qu'elle laisse derrière elle, c'est son héritage. Et les héritiers de Dragon Ball, on les connaît. C'est le Big Three. Et puis qui du coup d'autres qui se sont inspirés du Big Three mais la base de tout ça, ça reste quand même Dragon Ball. Et je dis ça vraiment, je ne suis pas du tout fan de Dragon Ball. Et même à l'heure actuelle, il y en a certains aussi qui disent oui, mais dans les cours de récré, je suis amenée à côtoyer des enfants régulièrement. Et je peux vous dire que au fête d'anniversaire, au truc au machin, les cadeaux qu'on offre, c'est toujours Sangoku. Je ne vois pas un seul Demon Slayer. Que tu as vu Dragon Ball et que tu es pas fan. C'est important. Oui, mais c'est ce que je l'ai dit. Je l'ai dit au départ. Je vous dis ça vraiment en tant que vraiment pas fan de Dragon Ball. Quand même, c'est un des premiers trucs que j'ai vu. Ça n'est pas quelque chose qui m'a marqué. Voilà, je respecte, machin, mais je ne suis pas du tout fan quand je dis ça. Pour moi, Demon Slayer n'a pas encore suffisamment marqué ne serait-ce que chez les plus jeunes pour alors que Dragon Ball, tout le monde connaît littéralement Dragon Ball et c'est vraiment un truc où la légitimité n'a jamais été remise en cause par rapport à ce qu'il a pu créer après. Donc moi, ne serait-ce que la question de l'héritage, pour moi, la question, elle ne peut pas être répondue. Voilà. Et elle peut être répondue pour le Big Three, par exemple, avec les héritiers. Ah oui, bien sûr. Demon Slayer est un héritier de Bleach. Mais oui, voilà, elle le dit, l'autrice. Enfin voilà, Bleach et Jojo. C'est les deux. Tout à fait. C'est ce que je disais. Là, t'as les petits de l'inspiration directe de Dragon Ball. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on est à 2 générations inspirées par Dragon Ball. Donc c'est quand même
qu'est-ce qui aujourd'hui peut dire, même 9 ans après, parce que je crois que ça fait 9 ans, Demon Slayer, l'apparition a commencé, une dizaine d'années, on va dire. Est-ce qu'il y a déjà eu, on aurait pu le voir éventuellement, un enfant de Demon Slayer? Il y en a un, à ce qui paraît, qui se dit, hein, dans Sword of the Demon Hunter? Ouais, voilà, c'est ça. Non, en fait. Non, parce que moi, alors attention, moi j'adore Sword of the Demon Hunter. En fait, Sword of the Demon Hunter, effectivement, je crois qu'à la base, c'est un light novel, il faudrait que je vois, mais c'est sorti avant. Donc il y a pas de non, en fait non. Mais effectivement il y a des démons, mais des trucs de la thématique des démons. Il y en a plein. Enfin je veux dire voilà, donc la base de oui mais on a raconté des histoires de démons. Je peux pas l'imputer à Demon Slayer. Et encore une fois, je n'ai rien contre Demon Slayer. Du coup David Mal est un très bon héritier de Demon Slayer. Oui à la limite voilà. Donc bon voilà, c'est encore une fois je dis ça sans haine de Demon Slayer parce que je sais qu'il y a plein de fans de Demon Slayer. J'aime beaucoup Demon Slayer pour ce qu'il est. Et si c'est un jour il s'assoit à la table de Dragon Ball. Mais je n'ai aucun problème, c'est juste qu'à l'heure actuelle, on peut pas y répondre. Voilà, la question ne peut pas être posée maintenant. On revient à la réflexion de base, quoi. La question n'a, pour l'instant, pas lieu d'être. Et un truc que le chef Otaku a dit, et qui marche comme argument, il dit, écoutez, oui, c'est un plus grand succès commercial, je sais pas s'il prend en compte l'inflation, tout ça, cependant, c'est pas culte. Il a dit... Pas encore. Il a dit, le Seigneur des Anneaux est culte. Star Wars est culte. Tout ça et tout. Et il a comparé à une autre série, justement, qui se vend très bien. Il a dit, oui, mais comparé à ces autres séries, eux, c'est des séries cultes. Et Dragon Ball, il est dans la même vibe aujourd'hui, enfin, même catégorie que les Star Wars, le Seigneur des Anneaux, tout cela, plutôt que, par exemple, un Infinity War, où c'est encore très récent dans l'histoire du cinéma pour dire. Mais par rapport aux enfants qui font, justement... Ah oui, mais là, c'est le même argument, c'est qu'on parle de sagas qui prennent leurs racines d'il y a, je sais pas, il y a 20-30 ans, même plus que ça. Donc pour moi, Demon Slayer, c'est trop tôt. Demon Slayer est trop jeune. C'est encore un new gen. Voilà. Trop new gen. Voilà. C'est important j'ai vu des très très bonnes vidéos réponses, parce que c'est important aussi, effectivement, de se questionner sur comment est-ce qu'il pourrait éventuellement. Mais voilà, les gens qui ont des réponses. Bien sûr, absolument. Mais si vous entendez oui ou non. De toute façon, moi, ces vidéos-là, je me permets une petite hot take, mais ces vidéos-là, je les supporte pas. Moi, j'essaie de pas le faire dans mes trucs. Quand je le fais en accroche, juste après, je désamorce en disant, et voilà. Mais bien sûr. Je me sens très mal à l'aise parce que, déjà, moi, je suis philosophe et toi, tu es une personne qui réfléchit. On est quand même, on n'a pas envie d'aller trop dans je vais donner qu'un avis radical, quitte à aller tellement dans un personnage mais c'est que pour les stats. Des gens sur les réseaux qui le font beaucoup et qui le font même très bien parce que c'est leur mode de fabrique. Mais voilà, pour moi, cette question rentre dans cette logique des réseaux. Absolument. Plus que dans une logique de interrogeons-nous vraiment sur la place de Demon Slayer aujourd'hui dans le manga. Après, on pourrait effectivement partir sur un propos où la nuance est de plus en plus aux abonnés absents dans les vidéos, dans cette commune-là. Mais bon, voilà. Là, moi, je le dis pareil, puisque tu parlais de tes réactions à ces vidéos-là. Moi, je les regarde même plus, en fait. Parce que, voilà, là, on en parle parce que on a cette section de la commu et voilà, on y réagit. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Bon, voilà. Éventuellement aussi, si vous avez un avis, on est toujours très curieux de l'entendre. Et du coup, on passe à la prochaine grande question, à savoir, Jujutsu Kaisen, on l'a adoré. Oui. C'était trop bien. Oui. Regardez comment elle est contente, elle est heureuse. Elle est heureuse. Je suis heureuse depuis quelques semaines là. Effectivement, pas seulement pour la sortie de l'animé, on est d'accord, de la saison 3 animée. Ah non. Parce qu'il y a un truc qui est de retour. Voilà, Jujutsu Kaisen is back. Voilà, we are so back, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est vraiment la phrase que je prononce non-stop depuis 3 semaines. Oui, donc on a au départ ce qui a été annoncé comme le nouveau non, mais au départ ça a été annoncé comme le nouveau manga de Gege Akutami, donc il s'appelait Modulo. On avait donc l'image de ce qui va être un des personnages principaux, donc le Maru, voilà. Et on était là déjà en mode, oh purée, trop bien, Gege revient déjà. Après, on a eu l'annonce de la saison 3 avec le trailer de la saison 3, enfin voilà. Ouais. Et après, bam, c'est balancé. Modulo est en fait une spin-off de Jujutsu Kaisen, et là on était vraiment tous comme des zinzins, quoi. Parce que là, c'était complètement... Enfin, jamais... On blaquait là-dessus. Ouais. En mode JJK Shippuden. En mode... C'était l'accroche de tout le monde. Voilà, c'était l'accroche de tout le monde. Mais vraiment, mais parce qu'on l'avait tous en tête, vraiment. Ouais. Et Gege, là, presque fait, on va dire. Voilà. Et c'est totalement fou. Donc c'est ce dont on va parler. On a 3 chapitres, là, à l'heure actuelle. Ouais. Qu'en penses-tu ? Alors, moi, je trouve que c'est une
excellente suite. Je trouve qu'en termes purs, dans la forme d'une suite, elle remplit toutes les exigences dans le sens où elle reprend les thématiques centrales de l'œuvre précédente et les pousse un peu plus loin. Pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est une œuvre dont les thématiques centrales sont la critique de la société japonaise moderne, notamment à travers le personnage de Geto, à travers les fléaux qui sont en fait l'anxiété des Japonais, Nanami, effectivement. En fait, la pression que prennent les Japonais, Nanami dans le travail, mais aussi dans la vie sociale, dans les codes, avec Maki Zenin, tout cela. Pour moi, Jijika, c'est une œuvre qui traite de le problème de la pression chez les Japonais modernes qui vient dans tous les sens par les traditions, avec le culte de la sexe stellaire qui peut justement aller même jusqu'à tuer une petite fille justement pour pouvoir laisser Tengen pur et dire au pire c'est comme ça, avec justement tout ce qui se passe au niveau de Geto, encore une fois, Nanami, Toji, les Zenin, enfin les Zenin sont un peu la source de pas mal de problèmes. Donc Jijika Motulo reprend ce thème au niveau de la critique de la société japonaise. En plus, dès le début, en disant que on va aller chez les Japonais, les aliens, parce que c'est ceux qui ont plus d'énergie occulte. C'est normal, parce que c'est là où il y a le plus de fléaux. Ils sont ultra stressés. Ils sont ultra stressés, les Japonais. Et il y a même cette tech, moi j'ai adoré, le truc de on va aux États-Unis. Non, Japon. Genre vraiment, il y a ce truc invasion alien. Alors si on regarde dans l'historique du cinéma hollywoodien, il n'y a que New York. On va aller à Tokyo. Ouais, à Tokyo, c'est clair. Mais donc je trouve que c'est une super bonne suite par rapport à la reprise des thèmes, le thème de l'héritage que l'on retrouve. Voilà, bien sûr. Avec puisque ça met en scène donc les petits enfants de Yuta et de Maki dans ce qu'on a, et puis même dans la pensée, puisqu'on voit très rapidement que l'héritage de Gojo aussi, ce qu'il a voulu mettre en place, plane quand même énormément. Donc voilà, il y a cette question de la jeunesse finalement aussi. Donc non, je suis assez d'accord. Je trouvais que les trois premiers. Alors le troisième, tu sens qu'on reprend vraiment un côté un peu slice of life des exorcistes. En fait, voilà. Les deux premiers étaient vraiment là pour, voilà, on pose le truc, donc c'est très rythmé, machin, il faut, voilà. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très, très réussi en termes de rythme. Là, on redescend un petit peu parce que même si on est sur 3 volumes à voir, on connaît comment, et puis la Shueisha, si ça marche, peut-être que potentiellement, ça durera plus longtemps, on sait pas. Ouais. Voilà. Mais pour l'instant, on part sur 3 volumes étalés sur 6 mois. Donc, effectivement, il faut quand même ménager des moments où la tension un petit peu redescend. Mais moi, je trouve que c'est assez prometteur. On retrouve quand même extrêmement le style de Gege, quand bien même ce n'est pas lui qui dessine. Des fois, j'ai l'impression et après, effectivement, là, cette semaine, en fait, il a dit qu'il dessinait. C'était lui qui dessinait une partie des storyboards pour donner une idée. Et je trouve que, oui, des fois, je suis là, genre, mais oui, ça c'est Gege, en fait, même si c'est pas lui qui dessine, c'est ça. Et puis, même, voilà, les personnages, je trouve que, même si l'auteur, enfin, le dessinateur, il a un style un peu old school, c'est ce qui revient assez souvent, je trouve que ça sert quand même le style de Gege, même si on aurait évidemment adoré revoir Gege au dessin. J'espère qu'on le reverra un jour. J'ai trouvé ça plutôt cool. Maintenant, effectivement, on a des petites craintes. Le coup des extraterrestres, on était là, genre, ok, pourquoi pas, à voir comment c'est. Et puis, voilà, moi, si je découvre. Sukuna qui est revenu avec toutes les factions qu'on va venir avec. Je sais pas, ça à voir. C'est les lobes d'oreilles. Je suis pas sûre qu'il ait autant de potentiel. Non. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait des grosses cornes, genre, vraiment, vasto-lordé sur nous, quoi. Vraiment. Totalement. Voilà, le mec est fan, vraiment le fanboy absolu, quoi, de Tite Kubo. Donc, voilà, à voir aussi ça. Et après, tu me diras ce que t'en penses aussi, moi, mais je suis vraiment partagée entre ce qu'il faudrait voir et ce que j'aurais envie de voir, parce que là, je suis là en mode, ok, on a vu des petits passages de Yuta et de Maki, mais moi, je veux, remettez-moi Yuji, alors, tu vois, je suis dans cette demande, ce serait du fanservice. Voilà, et donc, le fanservice, c'est comme tout, il faut que ça soit bien dosé, mais j'aimerais bien qu'on nous donne un peu de biscuit de ce côté-là. Voilà, je pense que c'est déjà, il essaye de le donner par le fait qu'ils en parlent. Bien sûr, tout à fait. Et ça, c'est toujours du fanservice. En fait, une menace comme Ryoma Sukuna il y a quelques années. J'y étais. Ouais, bien sûr. Enfin, non, j'étais pas chez Shibuya, mais j'y étais. On y était un petit peu tous, mais voilà. Mais après les voir, c'est quand même encore autre chose. Donc j'avoue, j'ai envie de voir un petit peu de fanservice. Mais est-ce que il faut que je le voie? Tu vois, c'est l'ambivalence du truc, quoi. Mais bon, un plaisir de retrouver cet univers vraiment, quoi. Tu penses quoi du coup de cette critique qui disait que Jijika aurait pu mieux fonctionner si ça avait pas été Gege au dessin, parce que Gege au dessin, son style desservait. Mais non, mais en fait c'est comme ça va dans cette espèce de truc de la hate de Jijika. C'est devenu c'est bien vu de hater sur Jijika. Ça fait des stats. Voilà, ça fait des stats, mais on en parlera juste après. Mais en fait, tout Jijika est là pour faire des stats, et il y en a qui vont dans le sens du vent.
on en reparlera, je pense, vite fait sur la fin. Mais non, je pense pas, parce que Guégué dessine très bien. Est-ce que vous avez vu les dessins qu'il fait pour les autres illustrateurs? Pour One Piece, les cartes d'Oda, tout le monde trouvait incroyable. C'est complètement fou. Enfin, je veux dire, non, Guégué a un style. Moi, j'ai aimé tout son style du début jusqu'à la fin. Effectivement, sur la fin, effectivement, on ressent peut-être un peu. On a appris qu'il était gravement malade. Hospitalisé, hein. Voilà. Et on vous a dit d'ailleurs. Oda a tiré les ficelles un petit peu pour qu'il soit hospitalisé. Donc effectivement, mais non, je ne pense pas que ça ait desservi le manga. Je pense qu'aussi Guégué sait très bien écrire, mais c'est juste que à la fin de Jijika, parce qu'il l'a dit dans son mot de la fin, qu'à un moment donné, le succès était tel qu'il savait presque plus comment faire, quoi, voilà. Donc non, je pense que et là peut-être qu'il aura un peu plus de liberté. On dit ça, mais il prenait un grand soin à dessiner Sukuna. Hein. C'était son petit chouchou. Il est amoureux de Sukuna. À chaque fois, quand il y avait quand il sortait, on n'a pas plus le droit de dire ce terme dans la commune, mais quand les pages sortaient, bien. Et bien en fait, on disait, mais est-ce que là, ce qui se passe avec Sukuna au niveau du dessin, il était de plus en plus beau à chaque fois. L'épisode où il a les cœurs dans les yeux. Exactement. Non, il est fan, il l'adore. Mais après, moi, je jette pas la pierre. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, je suis pas mal poli, je regarde pas, c'est juste qu'il y a Rukia qui est là. Et là, elle vient de lever les yeux, elle vient de se faire fan. Ça vous faites là, tout à l'heure. On a bientôt, pas du tout, en fait, fini. Mais du coup, ouais, Jijika, on parlait du retournement de veste. Il était, mais. S'il m'est permis, j'ai envie d'être un peu salé. Un peu salé, hein. Je pense qu'on le sera tous les deux. Hein. On vous voit. On vous voit ceux qui disaient Guégué Akuta flop. Moi, j'ai pas. Ah, carrément. On voit ceux qui disaient, qui mettaient une musique de cirque. On vous voit ceux qui participaient à Lobotomie Kaizen, mais pour descendre l'œuvre. Et on vous voit maintenant dire, ce sera trop bien. Ce sera trop bien. Oui, mais tu sais, ces gens-là, ils vont dire, mais non, en fait, on a toujours été fans, machin. Et en fait, là, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je ne reproche pas aux gens de critiquer Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen est... C'est dommage que vous ayez laissé des commentaires à l'époque. Arrête, enfin. Vous critiquiez l'œuvre. Tu t'es scanné, toi. Tu veux ce que tu es très salé, effectivement. Tu es très salé, Jonathan. Ouais, ça y est, ça dérape. Mais en fait, Jijika est critiquable sur plein d'aspects. Quand bien même, moi, je suis très très fan, il y a plein de trucs. Mais j'estime que dès l'instant où en fait tu vas dans le sens où à un moment donné où c'était la mode de taper sur Jijika, et là, comme de par hasard. Quand le trailer de la saison 3 est sorti, tout le monde a dit que ça allait être génial, alors que j'ai vu ces mêmes gens aussi critiquer tout autant la track. Ouais. Donc, c'est vrai que ils essaient de se dédouaner en disant non mais en fait en format manga c'était pas compréhensible, l'animé va clairement faire des rajouts qui vont rendre compréhensibles et compléter les lacunes qu'on avait nommées chez Guégué. Non, mauvaise foi. Ouais, parce en fait, moi j'aime bien cette phrase, on ne discute pas avec une personne de mauvaise foi. Ouais. C'est tout simplement on ne discute pas avec les platistes, c'est ça. Mais c'est ça, on me dit mais c'est totalement ça. C'est encore une fois, je sais pas si je l'avais dit dans le podcast, mais c'est un principe que j'apprends à mes élèves. Quand vous faites de la philo, que vous prétendez à avoir une forme d'esprit critique et d'intelligence, encore une fois, avant même qu'une question vous soit posée, il faut se poser deux choses. Est-ce que la question, je conseille que ce doigt, est-ce que la question mérite d'être posée et a un sens d'être posée? Par exemple, est-ce que des lapins existent sur la Lune? Bah non, je vais pas discuter avec ça. Et surtout, est-ce que la discussion va entrer dans un cadre rationnel? Est-ce qu'on va pas commencer à dire n'importe quoi, faire entrer des opinions comme ça, ci, par là? Et il faut être aussi amoureux de la vérité, être capable, c'est-à-dire d'être ouvert au point de vue de l'autre et être capable de remettre en question son point de vue quand l'autre a raison et quand on se rapproche d'une vérité. En fait, on est des amis de la vérité quand on discute et quand on débat. Bah là, je vois que des ennemis. C'est Vinland Hagra. C'est ce que j'allais dire, ouais, voilà, t'es pas du tout Thorfinn, ça, il Thorfinn corps, hein, pas du tout. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça, ça m'a un peu énervé, ça m'a un peu, enfin tu sais, en tant que, effectivement fan, et puis comme je produis énormément de contenu sur Jijika, et je suis très fan, même si encore une fois l'œuvre a plein de défauts. Voilà, mais Jijika a plein de défauts. Mais dès l'instant où tu passes plus de temps, tu passes plus de temps à critiquer une œuvre, et même encore à la limite, ça pourrait être de la critique constructive. Oui. Mais là, alors c'est juste vraiment c'est nul, machin, enfin non, enfin ça apporte quoi, ça n'apporte rien. J'ai même du respect à ceux qui n'ont pas retourné leur veste, vraiment j'ai du respect. Voilà. Je suis en mode c'est ça. Bah, c'est bien, t'es resté fidèle à tes principes, droit dans tes bottes. tu ne fais pas ça juste pour la hype, alors que vraiment en plus si vous voulez faire des stats ils continuent de critiquer en même temps. Là, ils auraient un référencement de zinzin, mais voilà, il faut suivre la vague. Oui, suivez la vague d'ailleurs. Non mais moi vraiment en fait j'attends voilà, voir tous ces gens qui tournent dans le sens du vent, ça me... Enfin bon bref, mais ça recoupe ce qu'on disait juste avant sur les réseaux. C'est le jeu, c'est comme ça malheureusement. C'est la mode de taper sur Jijika, donc on tape sur Jijika. Tout le monde reparle en
Surtout que ça tapait sur bien, la entre suite guillemets. directement, alors que ça venait juste d'être annoncé. Bah tu oui, vois. ouais, bien sûr, ouais. Donc bon, et puis alors on t'en parlait de Jujutsu Kaisen Modulo, voilà, où là effectivement tout le monde y va, ce qui est ok, Modulo, hein. Je crois que c'est Modulo. En tout cas sur Manga Plus, il me semble qu'ils ont mis Modulo. Ouais, ils disent modulo, mais après, tu sais, des fois les prononciations japonaises. Ah bah quand on a envie- les retranscriptions, voilà. Donc peut-être que les deux sont valides. À voir quand ça sera édité chez nous, qu'est-ce qui sera choisi. Et on dit JK modulo 3, pourquoi il y a- Non, alors non, en fait le 3, il y a pas en fait. Ok. Ça a été debunk, ça cette histoire, ça n'a pas de sens en Et fait. Megumi n'est pas mort à cause d'un grade Oh 3. non, arrêtez avec ça. Alors ça aussi, ça C'est peut-être ça m'énerve. le 3 en fait. Mais ça m'agace. Mais laissez Megumi tranquille, enfin. Mais non, mais c'est parce que Megumi a juste envie de partir depuis l'épisode 1. Il Mais a envie de poser son enfin. badge et dire c'est bon, j'arrête. Oui, mais bon, laissez-le tranquille. Voilà, mon fils n'a rien fait de mal, d'accord, ok, il a fait ce qu'il a pu. Et voilà. Mais non, laissez Megumi tranquille. Voilà. Ok, bah écoutez, c'était notre petit avis sur Jujutsu Kaisen Modulo, à savoir d'une part c'est une excellente suite, ça reprend très bien les thèmes, notamment en fait que, et en plus ça va reprendre le fait que dans la pression exercée sur les femmes, c'est parce que Gege arrête pas de défendre les femmes, notamment avec justement Yuka qui ouais. a cette pression vis-à-vis de son clan, avec Maki, tout cela, mais aussi les autres femmes qui le vivaient, Nobara qui disait oui bah écoute qu'est-ce qu'être une femme, je serais prise moins au sérieux si je me Bien prends sûr. Ben, c'est toi, alors que non moi je veux m'assumer comme ça. Gege, c'est pour ça qu'on pensait souvent que Gege était une femme en Était fait, une parce femme, qu'il avait absolument. cette compréhension très fine de la pression sociétale que peuvent vivre les femmes à plusieurs niveaux justement. Tout à fait. Et il va encore plus loin dans sa critique en allant aussi sur son frère, je retiens jamais son nom donc je l'appelle Tojibis, qui justement lui aussi voulait laisser le collier quand il était petit et on lui a dit non c'est comme ça pas autrement. On a cette scène sur ses yeux, Ouais. on se dit ah ouais tout le monde vit une pression, enfin voilà, mais on reste très content. J'aimerais bien rajouter, là maintenant c'est pas dans les notes, mais un sujet d'actu très rapidement. La saison 3 de One Punch Man. Ah, j'aime pas. Ah oui, d'accord, oui. Mais moi, vraiment. Non, mais vraiment, de voir ça de l'extérieur de quelqu'un, parce que moi, je n'ai pas lu ni vu One Punch Man, je ne peux catastrophique. que compatir, en fait. Je suis là, mais j'imagine, ça serait mon manga préféré, je verrais ça. Le naufrage, un peu. Enfin, ça a l'air d'être un naufrage, cette C'est histoire. un naufrage. En fait, pour expliquer, je suis désolé. C'est la passion là qui va parler. Ouais, vas-y. Mais je suis désolé. Mais les planches de Murata ne sont pas adaptables. Donc on voulait un bon studio. Et il y a un moment, il y avait tellement de rumeurs parce qu'ils voulaient se refiler la patate chaude. Qui aura la responsabilité du truc là. Et puis, d'un coup, voilà, on tombe sur le truc, c'est le même studio. Et vis-à-vis de la saison 2 était pas ouf. Hein. La saison 1 était géniale, mais c'était Madhouse. Mais Madhouse ne déçoit jamais. Et après, on a la saison 3, toujours eux, avec une des saisons les plus ambitieuses au niveau des panels. Et là, on est en mode... Non mais c'est foutu. Et en plus, le directeur le sait, il arrête pas de dire tout le temps sur Twitter, purée. ça va être nul, je suis désolé, ça va être nul. Mais Il dit pas ça va être nul, mais il le fait comprendre. Et en plus, il a donné son CV. Moi, j'ai travaillé sur ça. Et il m'a dit, j'ai travaillé sur du H, enfin, pour essayer de peut-être avoir des gens qui vont dire, ah bah, faut qui va être respecté. Mais bon, enfin, je veux dire, moi, c'est un de mes mangas préférés, donc je suis très triste. Ouais, non, moi, je suis toujours, quand il y a des trailers qui sortent et que les gens s'indignent, je suis toujours là, genre, Oui, voilà, ça veut rien dire, attendez, machin. Mais là, quand t'as le directeur du bazar qui te dit lower your expectation, enfin n'en attendez pas trop, t'es là genre ça pue quoi, vraiment. Mais je pense que c'est un fait. Murata est considéré comme étant Ruki vient de souffler, elle aussi n'en veut plus. Murata est considéré, je pense, comme le meilleur dessinateur de manga de sa génération. En fait, on peut le comparer, et là c'est un vrai débat, hein, mettez votre avis en commentaire, mais certes il s'assoit, il y a une grande table où il y a Kentaro Miura, où il y a Takiko Inoue, où il y a tout ça, mais au niveau de la technicité, Murata est numéro 1. Alors Miura, oui, c'est surchargé, c'est très bien, et justement avec les ombrages et les détails qu'on peut retrouver, mais regardez, il a fait un truc, il a dessiné un verre d'eau plusieurs jours pour faire augmenter sa technique de réalisme. Et à la fin, c'est un vrai trompe-l'œil. Genre vraiment, on se dit, ah, elle est bien cette photo. C'est impressionnant. Mais il est capable de faire ça dans ses mangas. Je vais vous mettre des panels là de One Punch Man. Ouais, le mec est un monstre. Mais voilà, un génie. C'est un génie du dessin. C'est un génie. Je dirais pas que c'est un génie, parce qu'un génie, il y a aussi de l'originalité dedans. Il y a un truc de il ramène quelque chose. Mais dans la technique. Mais dans la technique, je dirais que c'est un pas un talent. Le terme exact, ce serait un. Non, parce que c'est du travail. C'est du travail, voilà. C'est du travail. En fait, tu peux pas imputer ça uniquement au talent, ça fait une partie du truc. En philosophie, on considère un génie, c'est quelqu'un qui justement a été touché par une grâce de la nature, qui va créer quelque chose qui n'a jamais été vu avant et qui est tellement original. Par exemple, les génies qu'on pourrait nommer, c'est par exemple c'est dans le style. Par exemple, les Tim Burton, les trucs comme ça. À l'époque, tu vois, les Woody Allen à l'époque, c'est tout. Les gens qui réinventent, ou bien des génies dans la poésie. On a par exemple les gens qui créent des mouvements. Ça, c'est des génies parce qu'ils ont créé tout un mouvement. Murata, lui, c'est vraiment, il s'est dit, non, en fait,
je vais pousser le dessin à son maximum et voilà. Donc j'aurais du mal à lui donner la postiche de génie, enfin je dirais de façon très second degré, mais j'arrive pas à trouver le mot exact. Mais Murata, enfin, il est là. Parce que des gens considèrent que Gege n'est pas un génie, alors que mon sens, il a plus la postiche de génie dans son dessin que Murata, parce que Gege, c'est vraiment original dans le style, et il raconte quelque chose sans style. Vraiment. Oula, attention. Ah non, moi, pour moi, Gege a un style, il a griffe de Gege dans son dessin. Style, elle sûr. Raconte un truc bien qui sûr. Est extrêmement original, et parce que c'est à ce point original, et que les gens disent, ah non, mais ça fait brouillon, bah non, c'est comme Togashi quand il est arrivé dans le game. En fait, c'est juste différent. Et d'ailleurs, les gens ont commencé à respecter Togashi quand il a fait sa panel avec Hisoka, où en fait il y a tous les éléments des jeux de cartes. Mais en fait, Togashi est un génie et Gege est un génie du dessin. C'est juste que parce que c'est un style différent. Et pour moi, donc dans cette table, chacun a son truc. Et Gege n'est pas dans cette table, bien évidemment, mais il contribue avec un nouveau style lui aussi. Eh bien, écoutez, on passe à la prochaine section, à savoir les petites annonces de la rentrée. On va parler un petit peu de qu'est-ce qui est sorti. Tu peux reprendre. Ouais, voilà, moi je reprends. On va donc parler un petit peu des mangas qui sont sortis là à la rentrée, puisqu'il y a toujours cette espèce de ventre mou pendant l'été où on a rien, ou alors que des suites. Et donc là, voilà, on commence à voir un petit peu une salve de mangas à la rentrée. Est-ce que toi, tu n'as pas... Qu'as-tu lu en nouveauté ? En nouveauté, il y a justement un manga que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui est chez Akata, et qui a été un des mangas le plus dur à lire. Parce que plus dur d'une certaine façon que Berserk et autres, et je sais, je pèse mes mots parce que c'est très réel, c'était Numéro invalide. Numéro invalide, c'était vraiment l'acharnement médical sur un corps. Et au début, le dessin, enfin, vraiment, je vous donne mes impressions honnêtes. Je me suis dit, ah, mais ça va pas me plaire, tu sais, et tout. Je suis pas très fan de ce style, enfin voilà. Mais en fait, j'étais pris et à un moment, j'avais du mal à tourner les pages. J'étais, oh non, ils vont rajouter, ils vont rajouter parce qu'il y a une vraie empathie qui se crée et tout ça et tout. Numéro invalide, lisez-le, vraiment. Il y a le tome 2 qui est sorti récemment en plus. Il est disponible sur Montbéliard. Tu peux en parler dans 3 lignes, un petit peu de quoi ça parle? Alors, c'est une femme qui se trouve être intersexe, à savoir que son appareil reproducteur féminin n'est pas, on va dire, optimal pour le rapport avec un partenaire masculin, et donc il n'y a aucune profondeur dans la zone du coup de son anatomie. J'essaie d'être le plus politiquement correct dans mes termes par rapport au réseau, et il se trouve du coup qu'on va lui imposer très rapidement des solutions qui vont amener à une mutilation du corps et à beaucoup de problèmes médicaux, beaucoup de complications qui auraient pu être évitées, mais en fait elle se confronte à un sorte de paternalisme de l'équipe du personnel soignant, voilà, du personnel de l'équipe médicale, à beaucoup au début d'empathie de ça et tout, parce qu'elle va permettre une opération nouvelle de se faire, puis après dès qu'elle commence à un peu trop se plaindre, allez vas-y, et en fait on reconnaît ce vécu, on reconnaît tout cela, on se sent dans ça et on se dit oh non, j'aimerais tellement pas que ça m'arrive, et en même temps on se dit oh, putain, que ça m'est arrivé à moindre mesure, et purée, elle a vécu à ce niveau-là, et en fait on a vraiment le regard méprisant d'un personnel, par exemple infirmier, qui est là pour aider, mais qui en fait dit oh là là, mais refilez-lui de la morphine à celle-là, quoi, ou bien oh là là, viens, on lui fait son cinquième lavement de la journée, alors qu'elle dit mais non, mais en fait un lavement c'est pas drôle, et en fait elle a juste envie de le faire de façon naturelle, parce qu'en fait ils lui ont pris une partie de son côlon qu'ils lui ont mis pour lui créer un faux vagin, une fausse cavité qui du coup va lui permettre le rapport sexuel qui est vraiment le rapport sexuel pénétrant, et il y a eu aucune consultation d'un psychologue et tout, et le seul moment, je sais pas si tu l'as lu, mais le seul moment où il y a un psychiatre qui vient, c'est quand elle est shootée à la morphine et qu'elle dit ouais ça va, et du coup il met un rapport, ok, elle m'a dit que ça va, et il ne reviendra plus en fait, parce qu'il a fait son truc et qu'il est débordé, et on lui a imposé vraiment, on lui a fait alors, une situation horrible où tu dois t'enfoncer des choses pour que ça puisse, comme dans La Pierre qui habite en fait, la même chose que tu dois faire, ou sinon une opération chirurgicale géniale sans aucune complication. Elle a fait ah oui, complication, surtout qu'ils avaient fait n'importe quoi, et que par exemple première complication, je vais dire les termes un peu crus, elle déféquait de l'appareil reproducteur. C'est une histoire vraie en plus. Voilà. Okay. Et du coup t'étais ado en plus, tu découvres, elle avait pas eu ses règles avant ses 15 ans, tout ça, voilà, donc elle se posait des questions, et en fait on lui a juste dit ah oui, il y a eu une erreur. Et en fait, il a dit ça. Mais plusieurs pages après, quand elle dit, moi, vous avez fait une erreur, il dit, oh non, j'ai jamais dit une erreur. Je n'ai jamais dit ça. Et elle et sa mère qui s'avaient fait, mais si, il a dit ça, mais bon, on n'a pas eu pensé à l'enregistrer. Enfin, parce que ça se fait pas. Et du coup, c'est horrible. Il faut des bonnes erreurs. C'est vous qui, comment ça, c'est moi qui, et donc,
Elle passe d'une ado qui aurait pu apprendre avec son corps, ça et tout, et trouver un moyen, à quelqu'un de mutilé en fauteuil roulant qui a vécu les pires choses possibles. Et le numéro 2 sort, et j'ai hâte de le lire, mais j'ai très peur de le lire. Parce que je sais pas si je suis assez fort pour lire ce genre de lecture. Je croyais que c'était un one-shot, moi. Mais non, je croyais aussi que c'était un one-shot, puis j'ai vu Akata, le tome 2 sort. Okay. Alors peut-être que c'est un tome 2 sur une autre personne qui a vécu ça, mais je pense que c'est le même, et du coup elle continue sur comment ça a encore empiré. Donc vraiment, bon, eh bien, écoute, je suis bien content que tu n'aies pas pris au pied de la lettre mon indication de en 2-3 phrases. Parce que je pense que ça fait partie de ces mangas qui sont importants à lire. Voilà. Il faut les lire pour se rendre compte que des fois, parce qu'en fait, je veux aussi rajouter le fait que quand on est face à un personnel médical, moi ça m'arrive souvent, surtout quand j'ai été admis récemment, on a envie d'être sympa avec le personnel médical parce qu'on sait que justement ils ont beaucoup de pression, tout ça et tout, c'est compliqué. On va être le plus humain possible. Moi je suis arrivé pendant la période des fêtes, donc j'ai ramené Ferrero Rocher, j'ai dit je comprends et ça et tout. Mais à un moment, enfin quand ma ponction lombaire fait que pendant 2 semaines après j'ai encore des migraines, des céphalées, qu'on me dit mais non c'est rien, et que j'ai dû demander un scanner pour qu'on dise oh, ok d'accord, il a peut-être vraiment des céphalées, peut-être qu'il est pas en train de faker, des trucs comme ça. À un moment il faut trouver le juste milieu entre on comprend que c'est un travail très dur et ça reste des humains dans un travail qui peuvent faire des erreurs, qui peuvent être débordés, et donc il faut aussi un peu rappeler qu'on est impatient et qu'on a des droits. Enfin voilà, c'est très dur de trouver ce juste milieu, et vraiment Numéro Invalide invite à aller vraiment dans la deuxième partie, et c'est quelqu'un qui en fait juste très poli et qui prend tout et qui n'ose pas et qui dit ah c'est une complication mais je vais déranger tout le monde. Oui voilà, mais comme beaucoup de gens voilà. Finalement. Et moi ça m'arrive des fois je suis à l'hôpital, je fais non je peux pas appuyer sur le bouton, je vais encore les déranger. Et surtout que il y a des fois, et c'est vrai, il y a des infirmières qui viennent parce qu'elles sont au repos parce qu'elles disent elles viennent faire qu'est-ce qu'il a encore? Et juste cette phrase, on fait oh là là, ok d'accord, je vais pas. Bah ouais, la prochaine fois que j'ai mal, je me dirai pas quoi. Et du coup, ça crée encore plus de complications. Et en fait, les gens ne savent pas qu'on s'est tué en fait et qu'on a pris sur soi. Et ça crée un cycle infernal. Et c'est ça, Numéro Invalide. C'est le début d'un cycle infernal basé sur le fait que un personnel soignant qui est pas très proche de l'humain et qui essaie de l'être, mais qui est pour la forme. Et même il y a un infirmier à un moment, je parle de la scène, et là ce sera pas dans le clip TikTok, voilà, mais qui vient la voir dans un coin, qui lui dit c'est pas normal tout ce qu'on vous fait. Prenez votre dossier médical et foncez voir un avocat. Vous avez un dossier médical et allez vraiment. Il a dit et ne dites à personne que vous avez dit ça. Mais personne ne devrait être traité comme vous l'êtes maintenant. Et surtout, sa mère, à mon qui la laisse par exemple une semaine, qui va à l'hôpital, et qui voit sa fille en fauteuil roulant, qui fait ah ben non maintenant c'est que fauteuil roulant, et elle qui marche, qui dit mais ça va pas, mais c'est moi en fait, c'est moi qui est en train d'abuser. Alors c'est horrible, Numéro Invalide. Lis-le vraiment. Tu me le prêteras. J'ai hâte. Mais du coup, ça c'était ma reco de la rentrée. Et après, j'ai lu un deuxième titre Akata que j'ai trouvé très intéressant. C'était quelqu'un a vu Le Pan danser, je crois, mais je crois que c'est pas le titre exact, qui est vraiment cool. C'est un thriller. En fait, c'est très dur de pouvoir le définir, mais c'est un thriller très sympathique, avec une enquête, tout ça et tout, et avec des gens. Moi, j'aime bien cet archétype de l'avocat qui est très humain, mais humain dans le sens où attends, elle va me casser la tête cette affaire. Bon, allez, vas-y, je la prends. Elle fait, mais est-ce qu'elle mentirait pas, ma cliente? Tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, je trouve ça, c'est pas crapule, c'est vraiment en mode, c'est un peu gros, là, quand même, pour moi, si c'est vrai. Enfin, et l'assistant qui fait, mais tu es un avocat. Mais il est pas idéaliste, vraiment, c'est le mec qui bosse, quoi. Mais ça, c'est un élément qui m'avait plu, mais vraiment, lisez ce thriller, parce que moi, j'ai pas réussi à fermer le truc tant que j'avais pas fini. Donc vraiment, ça c'est un indicateur de qualité. Voilà, c'est plutôt bon signe. Ça, c'était les 2 lectures donc chez Akata que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu d'autres lectures. J'ai commencé à lire Kingdom. Je vous fais des reviews très rapidement. Mais je ne m'étale pas parce que je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Et du coup, on peut passer à tes lectures à toi. Oui, alors moi j'ai reçu, non, dans les mangas que si, alors je vais commencer un peu par un truc négatif, donc de chez Akata. C'est même pas vraiment négatif, c'est juste que pour moi c'est dispensable. Donc Earth Expansion, est-ce que tu t'as fini par le lire puisqu'il nous l'avait offert à la Japan Expo? J'ai pas réussi à lire dans ma pile. Il est dans ma pile, mais j'ai pas réussi. Ok, bon écoute, c'est voilà, vous aimez Kaiju Number 8? C'est un peu Kaiju Number 8 dans un monde post-apo. C'est vraiment un trentenaire qui a pas trop de pouvoir, et puis dis donc, finalement il peut se transformer en grosse bestiole pour combattre d'autres grosses bestioles. Est-ce qu'il dit qu'il a mal au rotule par moment? Non, je me rappelle plus parce que du coup ma lecture elle commence un petit peu à dater, mais bon, à part si vous aimez vraiment cet univers, allez-y. Sinon je pense que c'est pas. Après c'est bien que Akata lance ce style de titre aussi, un peu plus action et tout machin. C'est pas un catalogue. Oui, mais disons que c'est intéressant. Voilà, mais là je sais même pas si c'est dans la catalogue what the fuck, mais disons que c'est pas ce que je préfère chez eux. Je préfère les récits, mais justement type Numéro Invalide, un peu plus de société, etc. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu? Je vais faire je vais parler de 3 mangas. Je vais faire de celui que j'ai du moins aimé à plus aimé. Non, parce que finalement tout était bien. Donc on va commencer par. Donc je crois que c'est chez Kana. Sérénade
pour une pluie de larmes. Vraiment, ce titre me fume à chaque fois. Donc, je crois que j'en avais parlé dans le premier podcast. Je vais mettre le clip maintenant où je le dis, où tu m'insultes juste après. Ouais. Un tout nouveau titre donc qui a fait grand bruit donc dans la communauté Shojosei, dont je ne citerai pas le nom parce que en fait vous l'avez pas vu, mais ça fait 3 fois que je recommence, 3 fois que je n'y arrive pas. Namina Ame Serena. Oh putain l'enfoiré. Là parce que je m'étais entraînée à essayer de lire le truc en japonais. Bref voilà. Et donc c'était vraiment, j'ai plutôt bien aimé. Moi j'ai bien aimé. Donc c'est un josei, hein. Donc ça, moi je suis plutôt très yankee, voilà, avec une thématique de voyage dans le temps où il y a une jeune fille qui rencontre son double, etc. Et c'était vraiment extrêmement sympathique et assez, non, j'allais dire frais, mais non, c'est pas tant en fait. Mais il y a cette notion de mélancolie que moi j'aime beaucoup, que j'ai trouvé vraiment très intéressante et voilà, à voir encore une fois combien de temps ça dure, etc. Mais très joli dessin et tout, vraiment rien à redire. Ensuite j'ai lu un manga donc de chez Panini qui s'appelle True of Vamp. Alors bon, moi les vampires, c'est un peu ma kryptonite à moi, hein, voilà. Dès qu'il y a un machin avec des vampires, je l'achète. Et là, j'ai vraiment pas été déçue. Donc là, on est sur l'histoire donc de Sophie, donc qui est un garçon qui est mi-humain, mi-vampire. Donc c'est un D-vamp, je crois que ça s'appelle comme ça. Et il faut savoir que dans ce monde-là, donc les vampires atteignent un stade de l'adolescence qui s'appelle donc le cocon, où ils ont donc des pulsions. Sauf que là, c'est des pulsions meurtrières qu'ils ont entre autres choses, hein, voilà. Et donc lui, ce qui est assez étonnant, donc pour un humain, enfin un vampire hybride plutôt, on va dire. Voilà, il commence à ressentir cet état de cocon et donc il va être admis dans un internat où, évidemment, c'est un mégaverse. Non, pas vraiment. Okay. Non. Où tout le monde va le détester parce qu'il n'est pas un vampire pur, bien sûr. On connaît ce truc-là. Et à part ça, il y a des sous-intrigues évidemment un petit peu politiques, etc. Voilà, dessins magnifiques avec une ambiance gothique vraiment que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'allais un peu à la Vampire Net, un peu ce style de manga de vampire quoi. Vous voyez, hein, bien sûr. Donc je trouvais que c'était plutôt prometteur, voilà, à voir. Et alors celui que j'ai le plus aimé, mais il a un côté un peu un peu what the fuck ça. Donc c'est School of Violence, tu me l'avais envoyé. Oui, le lycéen Yakuza qui fait le jeu. Voilà, qui fait le jeu comme ça. Et ça, j'adore ce style de titres vraiment qui sont complètement barrés. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon. C'est évidemment un jeune garçon, hein, voilà. Donc c'est le fils du premier ministre du Japon. Et donc lui, il aspire à devenir comme son père, à diriger le pays. Il veut devenir un homme puissant. Jusqu'au moment où un jour, en fait, il ouvre la porte du bureau de son père et il trouve son père en train de lécher les pieds. J'en étais sûr. Du numéro 1 de la pègre du Japon. Et en fait, il découvre en fait que c'est un homme de paille d'un yakuza du numéro 1. Et en fait, on découvre que c'est lui qui tire les ficelles. Et donc ce gars-là, bref, je vous passe la scène, bref. Et donc depuis ce jour-là, en fait, il veut devenir le numéro 1 de la pègre du Japon. Parce qu'il veut aussi, donc il veut tirer les ficelles, machin et tout. le pouvoir. Voilà. Et donc il rentre dans le lycée des futurs Yakuza, tenu par ce même gars, donc qui dirige le Japon. Alors j'étais mort de rire parce que du coup ce gars-là, on le voit vraiment, le gars est ultra charismatique, enfin il a un œil, enfin il a un patch. Enfin bref, voilà, le mec qui a du vécu, le Yakuza comme on l'aime, quoi. Et donc il s'appelle son nom de famille, alors son prénom parce que je sais jamais, c'est Kiki. Bref, du coup j'étais mort de rire, j'étais là genre monsieur Kiki. Bref, excusez-moi. J'étais là genre vraiment, il a dit Kiki. Et donc voilà, du coup il rentre dans ce lycée où en fait il va vraiment mettre, c'est vraiment comme tu l'imagines le premier de la classe, petite coupe au bol, petite lunette et tout, mais en fait il va se transformer. Mais non, mais en fait avec son cerveau, ses armes, il arrive à se faire aimer tous. Enfin, voilà, au début, il va se fighter contre un gars qui est aussi le fils d'un des héritiers, machin, et il se confronte à ce truc-là, voilà. Et finalement, il dit je ferai de toi mon bras droit. Et en fait, dans le premier tome, il se constitue vraiment ce qui va être son équipe de quand il sera. Il crée sa mafia. Voilà, il crée sa mafia dans la mafia finalement. Voilà. Et puis évidemment, il y a les autres classes qui sont elles beaucoup moins sympathiques et donc voilà. Ambiance Furio. Ambiance Furio, mais avec un truc un peu spécial. Je reconnais ce style de. En fait, l'auteur a écrit plein de BL. En fait, l'auteur de ce manga-là, il est hyper prolifique. Il a écrit Assistant assassin, Racaille d'un autre monde, voilà. Et donc, il a écrit aussi un truc que j'avais adoré qui s'appelait Aubin les Yankees, qui était une histoire donc de deux petites frappes qui font le tour des onsen de Tokyo. Ils font la bagarre. Et après, on se détend tous ensemble au bain. Il faut que je te pose une question. Racaille d'un autre monde, c'est sorti il y a combien de temps ? Je sais pas. Parce qu'en fait, je me rappelle, le chef Otaku, quand il a sorti son Isekai'ra, il a dit mais c'est le premier Isekai avec des Kaira. Et si Racaille d'un autre monde c'est sorti avant, j'avoue, je sais pas. Je sais que chez Kyu, mais je connais pas les dates. Et donc, il a écrit aussi, donc, c'est Amaterasu et Seven, je crois, ou je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est un BL qui est assez connu dans le game. Et du coup, dans School of Violence, tu ressens cette espèce d'amitié masculine hyper décomplexée. Alors attention, il y a rien de tendancieux ou quoi, mais tu vois, genre
Ouais, c'est pas des bonhommes. Non, ouais, mais c'est en même temps, je vous servirai, monsieur, mais tu sens vraiment la dévotion, la loyauté dans cette amitié, vraiment, qui est, moi, j'ai trouvé hyper fraîche à voir et très drôle. Enfin, c'est complètement barré. J'ai trouvé ça sympa. Si on aime ce style de lecture, c'était plutôt cool. Voilà. C'était un peu long sur ça, mais voilà. Non, mais c'est très bonne lecture. Et en plus, ça me permet de parler encore d'une recommande de la rentrée parce que on n'a pas parlé, mais ça s'est terminé entre temps. Tu parlais de José et, Jalouse. Le tome 5 est sorti entre temps. Oui, je voulais qu'on en parle. Cette petite déception sur le dernier tome, quand même. Oui, en fait, on peut le dire. Jalouse qui, en soi, était une de mes meilleures lectures de l'année. Incroyable. Et en fait, sur le dernier tome, il se passe un truc déjà, on sent qu'il y a un rush parce que il y a une intrigue qui arrive, mais qui arrive trop vite et qui part trop vite. À savoir le gros daron qui arrive. Qui revient. Un daron éclaté au sol. Mais vraiment éclaté au sol. Mais en fait, le truc, c'est que. C'est le running gag qu'on se donne en ce. Mais en fait, le truc, c'est qu'on s'en doutait qu'il y avait un souci avec qu'il y avait un rapport au père qui était un petit peu complexe, on s'en doutait. Mais je me suis dit, ah d'accord, vous le mettez là maintenant. Ça a été introduit de façon tellement maladroite. Tu sens que, ah putain merde, j'ai oublié d'en parler. Du coup, je le mets là maintenant. C'est ça. Et j'ai trouvé, parce qu'en fait, j'avais envie de voir autre chose dans ce dernier volume-là. Et au final, ça prend les 3/4 du dernier volume, alors qu'on aurait peut-être préféré voir autre chose. Il est introduit avec tellement de mystère au début, on le voyait, il y avait une silhouette, tout ça, on savait pas. Et là, d'un coup, ok, il revient, pourquoi pas, il revient, ça et tout. Puis après, il revient, déjà, la thématique du retour est assez lourde, puis il se rajoute la thématique de j'ai besoin de ton argent et que tu me soutiennes. Et puis, se rajoute la thématique de je veux recréer du lien, ça et tout. Puis, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en 3 pages c'est un truc qui méritait beaucoup plus de temps pour son développement, ça aurait pu être bien fait, mais. Ou pas du tout. Même pas du tout. Enfin, le daron, pour moi, n'était pas nécessaire pour qu'il revienne, parce que c'est vraiment un truc de jalousie entre les sortes, ça et tout. Enfin, voilà. Et aussi jalousie vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis dans une temporalité différente, comment j'ai été avant, comment je suis. Tiens, j'aimerais bien redevenir comme celle que j'étais amoureuse. Mais en fait, est-ce que j'étais vraiment amoureuse, est-ce que j'étais vraiment amoureux, est-ce que j'étais amoureuse de lui ou amoureuse du fait d'être amoureuse. En fait, la fameuse phrase, est-ce que tu es amoureuse de moi, tu es amoureuse de l'idée de Bah oui, mais bon, c'est un peu cliché, mais c'est plutôt bien traité ici. C'est bien fait, mais en plus, il y a jamais de problème dans les trucs clichés si c'est bien amené. Ah bah bien sûr. Et en fait, Jalouse, ça reste quand même une de mes meilleures lectures de l'année. Non, vraiment, l'ensemble reste quand même fou. Moi, j'ai vécu des trucs. Enfin, le dessin est magnifique. J'ai vraiment des planches en tête qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Bon, moi, c'est une histoire qui m'a profondément touchée, quand même j'ai pas de sœur. Mais toutes les thématiques qu'il y a autour, ça m'a un peu tourneboulé, quoi, cette histoire. Et pour moi, ça reste, effectivement, clairement, une de mes meilleures lectures de la sensualité qui s'en dégage. Ah, bah alors, oui, c'était assez fou, quand même. On peut voilà. Comme vous l'avez remarqué, il y a eu un gros bug lors du. En fait, la batterie de la caméra. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui veut nous sponsoriser. Enfin, je sais pas. Ce serait pas mal, vraiment. J'avoue. Sponsoriser le podcast, mais n'oubliez pas de voter pour lui. Ceci étant dit, on va passer du coup à la prochaine section. On était en train de parler de Jalouse, donc c'est génial. On s'arrête sur le fait que c'était génial, mais que la fin nous a un peu déçus par rapport à certains éléments, notamment le personnage du père. Ce qui est bien aussi dans du ça. père. On passe du coup à la prochaine section. Bienvenue dans la section jeu rigolol, un jeu qu'Alex attendait depuis super longtemps. Non, c'est pas vrai. En plus, là, du coup, j'ai la pression parce que j'aime pas être pas préparée, tu vois. Donc, tu vas me prendre au dépourvu, je le sens. Exactement. Je suis stressée. Je vais lui proposer des duos de personnages. Il y a ceux qui ont la top énergie et la bottom énergie. On va expliquer très rapidement ce que c'est la top ou la bottom énergie. La top énergie, c'est un le peu dominant, alpha, voilà, tout ça. oui. Et voilà, donc et ça peut avoir une connotation romantique. Voilà. C'est pour ça qu'on essaiera de prendre le maximum de personnages qui sont quand même dans un âge convenable. C'est pour ça que je commencerai avec Tengen et Rengoku. J'en étais sûre. Quand t'as dit je veux pas mettre du Demon Slayer, et je me suis sûre que t'allais mettre ça. Bah non, je dirais Tengen top quand même. Parce que c'est un peu cliché, mais Rengoku il est doux, quoi. Enfin voilà, même s'il a le feu. Mais ça m'a fait penser à la vidéo que tu m'as envoyée. Et pardon. Mais je dirais ça. Ok. Il y avait un autre personnage que j'avais trouvé avec Tengen, je ne m'en rappelle plus, peut-être que ça me reviendra dans le monde de Demon Slayer. De toute façon, il n'y a pas 10 000 personnages. En plus, tu m'as dit, mais ça va parce que je t'ai dit, attention, ils sont jeunes, il m'a dit, oui, mais c'est pas grave, il y a des démons. T'avais pas choisi un truc avec un démon? Je ne sais C'est pas grave, ça te reviendra peut-être. Mais ça me reviendra peut-être. Mayuri Urahara. Mais ça, c'est déjà la dernière fois quand on avait déjà essayé de faire le jeu, tu me l'avais dit. C'est compliqué. J'irais quand même Urahara top. Bah évidemment, Mayuri il veut être top. Il désespère être top. Il veut faire croire qu'il veut être top. Mais en fait non. C'est très bottom comme énergie. C'est très bottom, ouais. Mais power bottom peut-être quand même. Oh non, en fait non. Non, je reviens sur ce que j'ai dit. Et je vois bien Urahara avec sa petite voix mielleuse, susurrée genre exactement. Tu es mignon. Oui. Non, là on est d'accord. Enfin voilà. Waouh, t'es grave inspiré, dis donc. Ah bah écoute, je suis tellement inspiré que je vais te dire Yoruichi Urahara. Ah bah oui, je dirais Yoruichi top, mais parce que Urahara le veut bien.
Ouais, bah oui. Voilà. Mais une autre personne, je pense, le voudrait bien, à savoir Soifon. Ah bah oui, Soifon non mais Soifon bottom. bottom direct, j'adore Soifon. Enfin, pas parce que... Enfin bref, voilà. Là, pour moi, c'est un peu complexe. Lloyd et Yor. Là, ça dépend. Est-ce qu'elle a bu ou pas? Ouais, bah, même bu ou pas. Alors oui, si elle a pas bu. Non, clairement, mais c'est bottom. pour un rapport à son... Exactement. Je pense que voilà, exact. Je pense que c'est ça. Bottom sobre, Oui. top. Un peu éméché, ouais, et je même, pense. et je dirais que top quand elle est sobre et effrayée quand elle est bourrée. Je pense que oui. Oui, j'ai la Ce sera un figuration bottom en tête, effrayé, je ouais. pense, ouais. Mais effrayée avec un peu de plaisir quand même. Ceci étant dit, j'en avais d'autres. Du coup, Ichin et Ryuken. Alors là, déjà, non, je suis pas d'accord. Je peux pas me les figurer, c'est deux de mes préférés là, purée. Pourtant, ils étaient dans un triangle amoureux, hein, donc il y avait une rivalité entre eux. Oui, mais justement, oui. Ouais. Enfin bon, bref, mais c'est le jeu, bien sûr. Je pense, non, Sans alors te non, figurer non, dans non, ce cas non, qui est la non, top ou non, la non, bottom c'est évident, le schéma est évident pour moi. C'est Ishin le top et Ryuken c'est un power bottom. Parce Ouais, que en fait, voilà, moi j'ai lu plein de BL où c'est vraiment le mec avec les petites lunettes qui est bien premier de la classe, mais qui est voilà, il a la bottom, enfin power energy du power bottom, comme on dit dans le milieu. Bah, c'est vrai qu'il aime pas du tout que Ishin le remette en place et Ishin n'arrête pas de le remettre. J'adore cette scène où il est posé comme ça dans son lit avec en mode Shinigami qui se gratte le torse, qui fait bah alors comment ça se passe et, tu vois, et vraiment donc vraiment effectivement pour moi c'était un truc très dur mais t'as réussi à trouver la solution. Non, pour moi c'est évident. Il y a aussi, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire je crois que j'avais du JJK dans le lot. Bah, de toute façon, on peut le dire finalement officiellement parce que c'est la première fois qu'on le fait. Gojo Ghetto. Bah, on en a déjà parlé plein de fois, c'est Ghetto top. Ghetto top, donc complètement. Bien sûr. Gojo est à la merci de Ghetto. Bah, oui. Finalement, c'est lui le plus fort. Hein. Même si c'est Ghetto qui gobe le plus. Donc, maintenant, Aizen Urara. Pareil, comme pour Mayuri, je pense que Aizen il voudrait faire croire que, mais Urara c'est tellement, tu vois, pour lui Ok. Tu vois, il le comprend pas quoi, donc il y a un espèce de, non moi je dirais Urara top et Aizen bottom, même si. Non, moi je pense qu'ils vont juste se battre. Ça bagarre, ouais. En fait, est-ce qu'il y a le truc Switch. de genre de top? Switch. Ah, de top ça existe aussi. Non, enfin, mais genre ils arrivent pas à se mettre d'accord. Oui. Vraiment. Et après, il y a le Switch, du coup. Oui, ils ont le Switch. Et je pense que c'est Urara qui donnera la proposition du Switch le plus rapidement possible. Tu penses? Allez. Tu penses? Parce qu'Aizen a un trop gros égo. En fait, moi, je me demande qui avait le plus envie de faire ce jeu, là, au vu des réponses. Parce que t'es quand même grave inspiré. Bah non, mais c'est juste que c'est un jeu qui te fait plaisir, donc je me dis, allez, je me qui me fait plaisir. Et c'est pour ça, c'est assez drôle aussi. Et c'est pour ça que j'ai retrouvé enfin le personnage, parce qu'on est d'accord que Tengen est un top dans toutes les situations. Okay. 3 femmes, tout ça. Il me dit, je suis beau, je me mets. On peut pas l'imaginer ne pas être top. Mais là, je te pose la question avec le père de Rengoku. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Je pensais que t'allais me demander ça, en fait, au départ. Pas Rengoku, le daron de Rengoku. Eh ben, il était dans la liste. Hein. Le daron de Rengoku, il est plus âgé, mais on a déjà vu des dynamiques où le top est plus jeune que le bottom. Cependant, tu vois son caractère, tu vois comment il est. J'ai du mal à croire. Fierté, tout ça. J'ai du mal à croire qu'il est le père de Rengoku soit bottom. Non, mais je le vois pas bottom. Et c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, non. Qui est top ou bottom entre les deux? Moi, je vois pas Tengen non plus. Bah, non plus. Je pense que là, c'est chaud. Là, c'est bataille de sabre sur Mustapha. Voilà. Waouh! Tu étais un pilier! Mais je le suis tout le temps pour toi! Enfin bref. Mais quand je vous dis qu'il est plus inspiré que moi, en fait. Non, mais c'est juste que ça s'écrit tout seul avec les piliers en même temps. Oui, c'est pas faux. Déjà, ne serait-ce que l'appellation. Non, mais des fois, il faut accepter qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Shinobu. Les mystères. Et le mec de l'eau, là. Le mec. Guillou, ouais. Guillou, il a le calme de la top énergie, tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, Shinobu. Elle est beau aussi, Shinobu quand même. Donc, hein. Finalement, Guillou bottom. Ouais, je pense. Ouais. Okay. J'aime beaucoup Guillou. Pas parce qu'il est bottom, mais. J'ai un beau cardigan Guillou, exactement. Ouais, c'est mon fave Guillou de Demon Slayer. Ok. Mieux que Tengen. Mieux que le père de Rengoku. Mais on n'a pas assez vu. C'est compliqué parce que le père de Rengoku c'est quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il est fatigué, il a la barbe de 3 jours, il rentre à fond. Ouais, j'aime beaucoup le père de Rengoku. Dès l'instant où j'ai vu, dans une version un peu plus colorée, un peu plus flamboyante, c'est le cas de le dire, mais oui, moi j'aime beaucoup le père de Rengoku. Alors j'adore sa réaction le jour où ils ont montré les PLV Demon Slayer, je lui ai envoyé en sachant, et je lui ai montré, regarde les cuisses de Rengoku. Elle m'a fait, Rengoku, tu caches bien ton jeu. Rengoku, elle a caché bien son jeu. Mais t'es pas la seule, tout le monde a fait Rengoku, I wasn't familiar with the game. Ouais, c'est clair, ça m'a. Je vois plus de la même manière. Je pense que c'est pareil pour son père un peu, je suis sûr qu'il doit avoir le père, des énormes cuisses. Prime. Je pense qu'il doit être solide sur les appuis. Pas autant que Jonathan Joestar.
Non, mais Jonathan, c'est trop. On a eu cette discussion récemment. Jojo, j'y arrive pas. À chaque fois, tu me dis, tu le trouves pas mignon, machin. C'est trop. Ouais, mais attends, faut voir parce que dans les parties, mes muscles. Ok, faut voir. Ouais. Mais là, pour l'instant, pour moi, c'est too much, en fait. Joseph et César. J'adore César. Vraiment, j'adore César. Quand je me suis dit, genre, mais toi, je t'adore. Vraiment, je l'adore. Qu'est-ce qui te plaît chez César? En fait, au début, je l'ai trouvé un peu genre, putain, c'est bon, détends-toi un peu, mon ref. Et en fait, je trouve son évolution et avec son rapport avec Joseph, et même en fait, les deux ensemble, alors au début, j'aimais pas Joseph et j'aimais pas César, mais les deux ensemble, j'apprécie les deux. Et je trouve qu'ils fonctionnent hyper bien, et il y a un espèce de côté, alors j'ai pas beaucoup avancé dans la partie 2, donc peut-être que la dynamique va changer, mais je trouve que il y a un rapport on a totalement dérivé, et qui est plus équilibré entre César et Joseph qu'il y avait entre Jonathan et Speedwagon, où il y avait vraiment un côté Speedwagon, il est in love, quoi. Mais César est le premier vrai Jojo Bro, parce qu'après ça, on continue sur cette dynamique là, en fait, mais ce Speedwagon, tu le vois, c'est la fondation, c'est la Speedwagon Foundation, c'est la fondation du monde de Jojo d'une certaine façon, mais j'aime beaucoup César. Parenthèse fermée sur Jojo, parce que du coup, entre les deux, je pense que César est bottom. Ouais, César est bottom. Je pense que César est bottom. Ceci étant dit, on passe du coup à la prochaine section, la question de la commu. Et on a eu 2 questions assez intéressantes. La première, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Ah oui, c'est bien, les petites questions personnelles, c'est sympathique. Oui, moi je joue aux jeux vidéo, alors mais vraiment des trucs de grosses casus, même si j'ai eu une période MMORPG, mais tout ça c'est derrière moi maintenant. Mais oui, maintenant grosse casu, donc tout ce qui est grosse licence Nintendo, et plus particulièrement évidemment Zelda. Voilà, j'ai poncé je sais pas combien de centaines d'heures de jeu j'ai sur Breath of the Wild, voilà. Mais oui, moi je joue un peu pendant le confinement, Animal Crossing bien sûr. J'y joue encore maintenant, j'ai recommencé une île récemment par ailleurs. Et oui. Et oui, voilà, après tout ce qui est licence Nintendo, tous les Mario, tous ces trucs là, grosse casu sur nous, voilà. Ok. Et toi? Moi, en fait, j'ai un rapport au jeu qui est assez toxique, c'est-à-dire que quand je me mets dans un jeu, j'oublie de vivre. Ah bah c'est pareil. Je me suis arrêté au niveau du jeu vidéo pour le bien-être de mon emploi du temps et de ma santé mentale, parce que je dormais plus quand je joue. Par exemple, le dernier auquel j'ai joué et que j'ai fait ça, c'était Spider-Man sur PS4, on me l'a filé. Et à un moment, je me rappelle, je ne dors pas, je dors jamais très tard, genre 21h30, je suis avec ma tisane de nuit tranquille. Je me rappelle un jour, je suis là, putain, il est quelle heure? Et je vois 4h du matin, j'ai eu des sueurs froides, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et du coup, voilà. Le dernier jeu auquel j'ai vraiment joué, c'était GTA San Andreas, donc un petit vieux de la vieille, parce qu'on parle du moment où ça sortait. Et là, récemment, je me suis mis à Until Dawn. J'ai fait une petite pause parce que j'avais fini ma soirée. Bien, et là, je vais reprendre, mais il faut juste que je trouve une soirée où reprendre. Mais Until Dawn, je trouve ça sympa, parce qu'il y a un peu de réflexion, tout ça et tout, c'est cool. J'aime juste pas les jumpscares, mais en règle générale, parce que je jumpscare, vraiment. Oui, mais sinon, voilà. Si t'aimes pas les jumpscares, c'est compliqué de jouer à Until Dawn. Ouais, mais c'est marrant parce que moi, Breath of the Wild, quand il est sorti, ça m'a fait pareil. Breath of the Wild, une espèce de truc avec tes missions, tu dis, allez, j'en refais une, puis maintenant, je vais au moins jusqu'à ce point-là, puis finalement, tu parles avec des personnages, et puis voilà. Et pareil, le premier soir, j'ai regardé l'heure, il était 3h passées du matin, j'ai envie de continuer, mais je vais arrêter, soyons raisonnables. Donc c'est très chronophage. Et nos vies ne le permettent plus, malheureusement. Bah oui, à partir d'un certain moment, quand on a un certain âge, certaines obligations, c'est assez compliqué. Seconde question. Est-ce que tu ne trouves pas que les BL et les yaoi, il y a une banalisation d'actes violents, notamment l'acte en V? Alors, je pense que celui qui répondra que ça n'est pas le cas est un menteur, ou alors n'a pas lu beaucoup de BL, parce que c'est bah oui, mais c'est un très bon exemple. Mais oui, mais Jinx, c'est un très bon exemple. Oui, puisque malheureusement, c'est totalement le cas. Alors, encore une fois, il y a des exceptions, et il y a majoritairement des exceptions. J'ai envie de dire, moi, je lis plein de BL où il y a pas du tout ça. Comptable à la cour, c'est une exception, non? Oui, Comptable à la cour, oui, c'est un BL qui est plutôt doux, mais il y en a plein d'autres, ou même des BL plus spicy, où tout se fait dans le consentement, et c'est très mignon, et machin tout. Et même, il y a des BL qui traitent de sujets par rapport à l'intimité, on va dire, et à certaines pratiques où c'est des sujets un petit peu sensibles qui sont abordés d'une manière très fine et réfléchie. Donc je pense notamment à Two Birds Never Fly, qui est un de mes premiers BL que j'ai vu, où j'étais genre, attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais où il y a une vraie réflexion sur pourquoi le personnage agit de cette manière. Mais bref, mais sinon pour la plupart, effectivement, c'est totalement gratuit et inutile, et c'est surtout dans les BL les plus populaires, et donc notamment tu parlais du Pop-It, donc Jinx, voilà, à un moment donné, c'est tout BJ Alex, il doit y avoir un peu oui, malheureusement Mingwa est assez coutumière, je dirais, mais voilà, c'est parce qu'il y a une demande aussi.
Mais je sais pas. En fait, est-ce que c'est tellement rentré dans le truc que ça ne choque plus personne? Quand il y a un code, les éditeurs disent ce code, c'est qu'il y a une demande. Et en plus, c'est très lu, tout ça et tout. Et il faut le dire, hein, j'imagine que quand on lit Jinx pour ça, on veut voir ce côté un peu violent. Je pense pas qu'on lise Jinx pour ça. On lit Jinx pour les gens pour Ju, en fait. Mais il y en a plein, je pourrais vous en citer plein qui sont très safe, où il y a des choses spicy ou pas, dans lesquelles vous pouvez aller. Mais après, le truc, c'est que il y a des codes que les lecteurs et lectrices ont beaucoup intériorisé, c'est l'arc rédemption. C'est un des premiers trucs où tout le monde a dit, Ju, c'est un red flag. Oui, mais il va avoir son arc rédemption. Mais sauf que ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait, ce pauvre Doc, avant. Donc, Jinx, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est juste que, ça fait partie des plus populaires actuels. Donc, oui, effectivement, c'est devenu normal. Beaucoup de gens qui s'en insurgent, heureusement, hein, voilà, quand même. Mais, oui, c'est devenu trop habituel dans ces histoires-là, et c'est vraiment, ça dessert en plus le genre, je pense, hein, quand même, Reco Terre l'époque. Alors, il faut savoir que dans cette section, on parle des choses qu'on a vues à l'époque, qu'on trouvait très sympa et qu'on voudrait quand même qu'elles reviennent un peu plus, dont on parle. Il y a des gens qui parlent de Yu Hakusho, tout ça, voilà. Moi, je le dis, hein, j'étais un gros Yankee, des gros trucs qui sortaient au Maroc, c'était comme ça, les Naruto, les One Piece, les Bleach. Donc, vous recommandez Naruto, ce serait quand même vous insulter, j'imagine, en tant que fan de manga. Vous connaissez ce truc pas très connu, One Piece. Mais j'avais quand même des trucs que je regardais, voilà, comme Romilly Guard, dont j'ai parlé la dernière fois. Je suis en train de meubler pour essayer de trouver un truc. T'as pas trouvé? Sinon je peux commencer pendant que tu trouves. Tu peux faire, vas-y. Alors moi du coup, j'ai dû vraiment aller chercher dans les trucs que je regardais quand j'étais jeune, parce qu'il faut savoir que à mon grand âge, les animés c'était pas aussi facile d'accès quand on était petit, et donc je me rappelle de cette époque bénite de quand Canal diffusait des animés. Bon toi du coup t'as pas connu. Canal diffusait des animés, Canal+. Ah non, j'avais pas Canal+. Voilà, c'est ça. Et en fait en clair, hein, mais c'était en clair, c'était diffusé en clair. Ouais, mais c'est le Maroc. C'est pour ça je dis oui, c'est peut-être pas voilà. Donc diffusait des animés, donc moi c'est là où j'ai vu GTO, enfin bref, même la première version de FMA, je l'ai vu sur Canal, tout et voilà. Mais celui dont j'aimerais parler, je crois que c'est un des premiers que j'ai vu, ça s'appelle Vision d'Escaflowne. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Vision d'escargophone dans One Piece. Et donc c'est un animé, donc c'est de 96 au Japon, ça a été commencé à être diffusé chez nous en 1999, donc ça fait 26 épisodes si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle donc Hitomi, qui est un petit peu dans les arts un peu obscurs, la cartomancie, tout ça machin, et elle a des visions. Et en fait un jour en classe, elle va avoir une vision qui va se matérialiser dans sa classe, où elle va voir un jeune homme, alors je me rappelle plus comment il s'appelle, Van quelque chose, en armure, voilà, et en fait après, ils vont être tous les deux transportés donc dans un autre monde où ils vont en fait être au milieu d'une guerre, voilà, etc. Sauf qu'en fait cette guerre ils la font dans des gros robots. Et donc c'est un animé de mecha, ça entre autres choses, et c'est littéralement le premier animé de mecha que j'ai vu bien avant Gundam, etc. Voilà, Evangelion, tout ça. C'est le premier animé de mecha que j'ai vu, et je me rappelle que j'étais petite, hein, je vous dirai pas l'âge que j'avais, mais j'étais vraiment jeune quand j'ai vu ça. Je me rappelle, j'étais genre waouh, enfin voilà. Et donc effectivement ça a ce grain hyper nostalgique des années 90. Du coup, j'ai revu des extraits en préparant même cette petite partie. Voilà, c'est un grain. Voilà, j'adore revoir. Ça m'a ramené plein de nostalgie. Et voilà, un animé avec des mechas. Évidemment, ça traite de plein de trucs dont il a été question plus tard. Voilà, la chevalerie, puisque ce sont des chevaliers à la base. Voilà, la chevalerie, la guerre. Enfin bref, tout ça. Voilà, j'en ai un très bon souvenir, un peu vague, mais pour moi, j'avais l'impression de voir un truc qui était un peu pilier du mecha, quoi. Voilà. D'accord, ok. Franchement, ça donne très envie. Voilà, je sais pas si je le conseille aujourd'hui parce que ça a quand même un peu vieilli et tout, mais pour les gens de ma génération, si vous êtes passé à côté éventuellement, pour moi, c'est peut-être ça reste peut-être pas un classique, mais dans les mechas, pour moi, ça reste un classique. Très rapidement, j'en ai déjà fait un TikTok du coup, mais c'est à peu près la même vibe que toi. C'est un truc que j'ai découvert. J'étais chez ma tante comme ça. C'était ma première introduction au monde animé, littéralement. C'est le long métrage de Tezuka, Metropolis, qui pour moi était vraiment un film qui je comprenais pas ce qui se passait. Je regardais Metropolis parce qu'en fait, c'est un film qu'on a tous découvert. Vraiment, dans les commentaires, tout le monde dit la même chose. On l'a tous découvert de la même façon. On est tombé dessus, on a regardé, on n'a rien compris, mais on a été touché et on a pleuré pendant des semaines après. C'est une reprise de Metropolis de Fritz Lang, mais de la part de Tezuka, qui était réalisée par Rintaro, et qui lui vraiment, je regardais ça et j'avais juste envie de pleurer tout le temps, alors que je comprenais rien, parce que c'est la force de Tezuka. Les images sont hyper évocatrices. C'est pour ça que Astro Boy, c'est le dieu du manga, parce que avec des choses simples, il fait des choses extrêmement fortes. Dororo, tout ça, voilà. Et donc, regardez Metropolis de Tezuka, c'est ma recommandation de Terre l'époque. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le CRT ne répond plus. Et on ne répond plus de rien.
Alors, n'oubliez pas de voter pour nous pour les Célestes. J'espère que ce podcast sortira avant la fin des votes. Oui, En attendant... il sortira avant. Ouais, il sortira avant. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée. Rookie est toujours en train de dormir à côté. Si était venu, on vous en fait un petit coucou avec Rookie. Sur ce, on vous souhaite du coup un très bon mois et on se retrouve normalement pour le podcast d'octobre. On essaiera de vous le sortir. On reprend des dates classiques, normalement 15 octobre, un truc comme ça. Ça serait bien. Ça serait bien, comme ça on est les 15 de chaque mois. On n'a pas été très assidus, mais il s'est passé pas mal de choses entre temps. Oui. Et on vous souhaite du coup un très bon mois, une très bonne fin de mois de septembre.